Aujourd'hui, on va décortiquer brique par brique la logique des systèmes d'appareillage moyenne tension. Alors c'est vrai, c'est un univers ultra technique, souvent caché au fond de locaux industriels très discrets, mais son rôle est absolument vital. Il faut bien réaliser qu'une simple défaillance à ce niveau-là peut littéralement paralyser une usine de production, plonger tout un quartier dans le noir ou stopper net les serveurs d'un data center. Comprendre ces architectures modulaires, c'est vraiment comprendre comment on arrive à dompter, sécuriser et distribuer des puissances électriques colossales depuis le réseau public jusqu'à nos installations du quotidien. Au programme pour structurer tout ça, on commence par les cellules préfabriquées, ensuite on verra les 5 fonctions essentielles, on passera aux différentes configurations de postes électriques et on terminera par les caractéristiques électriques cruciales. C'est parti! Première étape de notre analyse, les cellules préfabriquées. Pour poser les bases, il faut d'abord regarder le matériel physique en lui-même. Concrètement, le réseau repose sur de grosses armoires métalliques, ce qu'on appelle dans le jargon des cellules. À l'intérieur de ces gros blocs ultra sécurisés, on trouve tous les organes vitaux, les interrupteurs, les disjoncteurs, les sectionneurs. Et toute l'ingéniosité du système vient de sa modularité. En fait, ça fonctionne exactement comme des briques de construction industrielle géantes qu'on assemble et qu'on verrouille selon les besoins d'un site. C'est vraiment la standardisation au service de l'ingénierie. Mais alors, pourquoi c'est si important ? Eh bien, si une usine doit s'agrandir, pas besoin de tout recabler depuis zéro. On vient juste ajouter et raccorder une nouvelle cellule au tableau existant, ce qui limite considérablement les temps d'arrêt, qui coûtent évidemment très cher. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, les 5 fonctions essentielles. C'est là que ça devient vraiment intéressant, quand ces blocs métalliques se transforment en actions précises. L'idée, c'est de standardiser à fond pour réduire les risques. Quelle que soit la taille du poste électrique, on retrouve toujours 5 fonctions fondamentales. Imaginons le trajet de notre électricité comme un parcours ultra sécurisé. La fonction 1, c'est un peu la douane, le point d'entrée, c'est le raccordement au réseau public moyenne tension. Ensuite, l'énergie tombe sur la fonction 2, qui est le mur d'enceinte du site, la protection générale. Plus loin, la fonction 3 s'occupe de protéger le cœur du système, c'est-à-dire le transformateur qui abaisse la tension. Si le site est vraiment gigantesque, on fait appel à la fonction 4 pour distribuer cette moyenne tension vers d'autres bâtiments. Et enfin, puisqu'il faut bien facturer tout ça, la fonction 5 agit comme un péage, c'est le comptage de l'énergie. Ces 5 étapes, c'est littéralement l'alphabet de la distribution électrique. Allez, on passe à la troisième partie, les configurations des postes électriques. Voyons maintenant comment on combine cet alphabet pour créer des architectures sur mesure. La configuration la plus basique qu'on puisse trouver, c'est un poste principal unique. L'énergie arrive par notre fameuse fonction 1, communique avec la fonction 3 pour protéger un seul transformateur. Ici, vu que c'est une installation simple, le comptage de l'énergie, la fonction 5, se fait directement du côté basse tension, après le transformateur. C'est redoutablement efficace pour des besoins assez modestes, comme un supermarché ou un petit atelier. Tout tient dans un espace réduit et il n'y a absolument aucune raison de complexifier la chose. Mais attention, quand l'échelle industrielle grandit, la donne change complètement. Si la demande énergétique explose, on va regrouper plusieurs gros transformateurs dans un même pôle central. Et ce regroupement provoque un basculement majeur. Le comptage remonte au niveau de la moyenne tension, avant même d'arriver au transformateur. C'est un choix purement technique et économique. Essayer de mesurer des courants gigantesques en basse tension, ça coûte une fortune en capteurs et en câbles énormes. En plus, les contrats d'énergie sont souvent bien plus avantageux quand on est facturé directement sur la moyenne ou haute tension. Donc, tout le système de mesure remonte en amont. Toujours sur cette échelle industrielle, il y a un enjeu critique. La protection de chaque transformateur de manière individuelle. Plutôt que d'avoir un disjoncteur général qui coupe tout le site au moindre pépin, on donne à chaque transformateur sa propre ligne de défense. L'enjeu ici, il est massivement financier. Imaginez une chaîne de montage automobile. Si tout s'arrête, même pour 5 minutes, on perd des dizaines de milliers d'euros. Avec des modules dédiés, un court-circuit sur une machine en particulier ne fera disjoncter que le transformateur de cette zone. Le reste de l'usine, lui, continue de tourner à plein régime. C'est la gestion du risque poussée à son maximum. La vraie rupture architecturale, c'est quand les dimensions du site industriel deviennent démesurées. Quand on s'étale sur des dizaines d'hectares, on ne peut physiquement plus tout centraliser dans un seul bâtiment. Et ça, c'est à cause d'une loi physique incontournable, l'effet Joule. Transporter de la basse tension sur des kilomètres, ça transforme les câbles en radiateurs géants qui dissipent une énergie folle sous forme de chaleur. La seule solution viable, c'est de passer en réseau décentralisé. On transporte la puissance en moyenne tension à travers tout le complexe, car les pertes sont minimes, et on sait la transformation en basse tension à la toute dernière minute, juste à côté des machines. Voici donc le niveau de complexité ultime, l'architecture décentralisée. Le poste principal ne stocke même plus les gros transformateurs de puissance. À la place, il utilise la fonction 4, la distribution interne, pour envoyer massivement la moyenne tension vers des postes secondaires éparpillés sur le site.
Ce poste principal devient alors le véritable centre nerveux du complexe. Il orchestre les flux, isole les pannes à distance et surveille la santé du réseau global, exactement comme un cœur qui propulse le sang vers les différents organes d'un corps humain. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernière partie, les caractéristiques électriques cruciales. Derrière ces beaux schémas bien propres se cachent des spécifications ultra techniques qui sont littéralement garantes de la survie physique du matériel. Alors oui, ces acronymes ressemblent à une soupe de lettres un peu indigeste, mais ils marquent la fine frontière entre un fonctionnement normal et une explosion industrielle. Dans la moyenne tension, un équipement mal dimensionné ne s'éteint pas tranquillement. Le métal fond, des arcs électriques se créent, le matériel peut exploser. Ces lettres, c'est véritablement l'ADN de la résilience du système face aux lois brutales de la physique. Quand on catégorise ces données, on voit que tout se divise en deux mondes distincts. D'un côté, on a la famille des U pour la tension. Ça, ce sont les exigences d'isolement. Par exemple, U, c'est la tenue au choc de foudre. Ça garantit que si la foudre s'abat sur la ligne, l'armoire va encaisser cette impulsion démentielle d'une fraction de microseconde sans broncher. De l'autre côté, on a la famille des I pour le courant. Là, on part de limites thermiques et mécaniques pures, comme IR, qui définit le courant continu maximal qui peut traverser les barres de cuivre jour et nuit sans les faire fondre. Et pour vraiment réaliser la violence de ces contraintes, prenons juste la valeur IP, la tolérance au courant de crête lors d'un court-circuit. Exiger d'un équipement qui l'encaisse 30 kA, même pour un dixième de seconde, c'est une prouesse d'ingénierie folle. C'est littéralement comme construire une digue en béton armé pour stopper net un tsunami soudain d'énergie pure. Et le danger n'est pas que thermique. À 30 kA, les forces magnétiques générées à l'intérieur de l'armoire sont si violentes qu'elles pourraient tordre et arracher les énormes barres de cuivre massifs en un instant s'il n'y avait pas une rigidité mécanique parfaite. Quand on voit comment une simple cellule préfabriquée arrive à encaisser des chocs électrodynamiques pareils, ça remet vraiment les choses en perspective. Et aujourd'hui, avec la multiplication des data centers colossaux pour l'intelligence artificielle ou des giga-usines de batteries, on exige des puissances et des continuités de service jamais vues dans toute l'histoire industrielle. La vraie question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment ces architectures modulaires, aussi robustes soient-elles, vont devoir évoluer. Ces équipements vont inévitablement être poussés au-delà de leurs limites physiques traditionnelles. Gérer cette explosion de la demande tout en garantissant un risque de panne absolument nul, c'est sans aucun doute le défi d'ingénierie le plus vertigineux pour le réseau énergétique de demain. Qu'est-ce que vous en pensez ?